Donc, on va présenter notre quatrième et dernier présentateur. Il s'agit de monsieur professeur et médecin David Fortin, qui est également neurochirurgien. Il a, à son actif, publié déjà 160 articles scientifiques et mérité de maintes distinctions à l'échelle provinciale, tout comme internationale. Il est également présent dans la communauté. L'année passée, il a publié un livre qui s'intitule « Le cerveau, une galaxie dans votre tête », dans un esprit de vulgarisation. Et on le remercie une fois de plus de se prêter au jeu de la vulgarisation parce que c'est la deuxième participation à l'événement Bistro Brain. Il avait lui aussi participé aux Grandes Découvertes, mais la première édition en juin 2021. Et donc aujourd'hui, il nous parle du mythe selon lequel le cerveau est un ordinateur. Merci de l'accueillir très bruyamment. Présentation. OK, groupe, merci. Je vais être un peu le casseux de party ce soir. OK? En fait, à la conclusion de ma présentation, il y a 3 messages que je veux que vous reteniez. Ça marche-tu, cette affaire-là? Oui. OK. Donc, la première chose, c'est qu'on va déconstruire le mythe, tout le monde, que le cerveau, ça n'a rien à voir avec un ordinateur. Le deuxième message, essentiellement, c'est que je vais vous parler de l'intelligence artificielle aussi, mais je vais vous parler de l'intelligence artificielle qu'on entend dans les médias. L'intelligence artificielle générale est forte, puis je vais vous dire que ce n'est pas pour demain la veille. Puis je vais faire un travail qu'Antoine a déjà fait à ma place, c'est déconstruire le mythe à l'effet qu'un réseau de neurones artificiels, c'est la même chose qu'un réseau de neurones biologiques. Donc on ne le savait pas, on ne s'est pas parlé avant, mais Antoine a très, très bien présenté sur la question. Je vais rajouter certains éléments. OK, donc d'où ça vient cette histoire d'analogie-là que le cerveau, c'est un ordinateur? Bien, en fait, c'est une analogie qui est très populaire et qui a changé dans le temps. Parce que si on regarde l'histoire de l'humanité, à l'époque, on pensait que l'être humain était sculpté puis que l'intelligence était infusée par des esprits. Là, on est en 2000 ans avant Jésus-Christ. Au 3e siècle, on pensait que l'esprit humain, le cerveau, fonctionnait sous les impulsions des systèmes hydrauliques, donc les mouvements des fluides. À la Renaissance, c'était plutôt les mécanismes des rouages qui étaient évoqués. Au 18e siècle, c'était l'électricité qui est devenue à l'avant-garde du fonctionnement du cerveau. Au 19e siècle, le télégraphe nous a fait dire, prends que le cerveau fonctionne de manière analogique, puis on va y revenir tantôt, puis on va voir que c'est effectivement le cas. Et finalement, John von Neumann, qui est un des pionniers de la physique quantique, un des pionniers de l'informatique, de la cybernétique, lui, il a publié un livre qui s'appelait « The Computer and the Brain » en 1958. Et l'analogie à l'effet que le cerveau humain est un ordinateur vient de là et ne nous a jamais quittés. Okay? Mais le cerveau, ce n'est pas un ordinateur. Puis là, je vais vous exposer 4 raisons pour lesquelles un cerveau n'a absolument rien à voir avec un ordinateur. La première, c'est qu'un ordinateur, vous le savez, fonctionne avec des bits d'information, donc une information discontinue représentée sous forme de 0 et de 1. Or, le cerveau ne fonctionne pas du tout comme ça. Le cerveau, lui, analyse des signaux analogiques. La deuxième raison, c'est que contrairement à l'ordinateur, le cerveau est toujours en train de changer. Je vais vous montrer un exemple de ça tout à l'heure. Un ordinateur a une architecture statique, un cerveau a une architecture dynamique qui change tout au long de votre vie. Tant et si bien que tous les gens qui sont ici ce soir ont des cerveaux qui sont câblés différemment. La troisième raison, vous le savez, un ordinateur a besoin d'un langage de programmation pour communiquer avec son matériel, le software, le hardware. Le cerveau n'a rien de tout ça. Le cerveau, on l'a qualifié de wetware pour dire ordinateur biologique, mais en fait, ce que ça veut dire, c'est essentiellement que la structure du cerveau forme son langage de communication. La dernière raison, la plus évidente de toutes, qui, à ma grande surprise, n'est jamais évoquée par les ingénieurs qui parlent d'intelligence artificielle en nous disant que l'intelligence artificielle va nous remplacer, c'est qu'un ordinateur n'a pas de corps alors qu'un cerveau a un corps. Or, tout autant que vous êtes, votre cerveau s'est câblé en fonction des sens que votre corps vous a transmis. Et je donne toujours le même exemple. Là. Disons que vous vous levez la nuit pour aller faire pipi parce que vous étiez au Boc et Bière, vous aviez une soirée bien arrosée. Et là, il faut que vous alliez à la salle de bain. Vous connaissez très bien les repères cartographiques dans votre cerveau pour vous rendre à la salle de bain sans allumer la lumière. Or, si vous mesurez 5 pieds 4 ou si vous mesurez 5 pieds 3, si vous mesurez 6 pieds 4 ou si vous mesurez 5 pieds 3, ces repères-là vont être complètement différents. Donc, le cerveau est toujours continuellement informé par vos sens
qui sont emprisonnés dans votre corps parce que vos sens sont différents. Ma manière de voir la couleur orangée est différente de la vôtre. OK, donc l'intelligence artificielle, c'est un champ d'expertise extraordinaire. Puis ma job, ce n'est pas de diminuer l'importance de l'intelligence artificielle. Au contraire, c'est de faire la différence entre ce que c'est et ce qu'est le fonctionnement du cerveau biologique. Mais l'intelligence artificielle nous a donné, au fil des dernières décennies, je vous dirais, des citations douteuses et des concepts propulsés par les médias qui n'ont pas vraiment de bon sens. Ça, c'est ce qui est ressorti quand je faisais ma recherche sur les réseaux de neurones artificiels. Puis on disait « in a set of data through a process that mimics the way the human brain operates ». Ça n'a absolument rien à voir parce que nous autres, les neuroscientifiques, on ne comprend même pas comment le cerveau fonctionne. Toujours aussi douteux, je ne sais pas ceux d'entre vous qui connaissez Ray Kurzweil, c'est un futuriste américain qui est un ingénieur, qui prédit le futur, un futuriste, qui nous dit que par 2029, en 2029, les ordinateurs vont avoir des émotions au même titre que les êtres humains. N'importe quoi. Il dit n'importe quoi, tout comme Elon Musk, qui est aussi ingénieur, qui dit absolument n'importe quoi quand il parle de son Neuralink et qui ne connaît strictement rien en neurosciences. Elon Musk nous dit que l'intelligence artificielle est potentiellement plus dangereuse que les armes nucléaires. Et malheureusement, Stephen Hawking s'est aussi avancé sur ce terrain dangereux-là. L'intelligence artificielle est un danger pour l'humanité. Et ça, c'est ma préférée. Donc, Laurent Alexandre, un Français, nous entrons dans une guerre cérébrale. Les cerveaux de silicium contre les cerveaux de ceux qui ont créé ces derniers. Vraiment n'importe quoi. Mais le pinacle des citations qui n'ont vraiment pas de bon sens, c'est un Suisse, Henri Markram. Connaissez-vous Henri Markram? Henri Markram, j'ai tout le temps de la misère à prononcer son nom, est le directeur du Blue Brain Project, ingénieur et neuroscientifique, qui a la prétention de reconstruire un cerveau humain dans un ordinateur d'ici les années 2030. Puis lui, il dit simplement « The best way to figure out something works is to try to build it from scratch ». Fait que lui, il a besoin de reconstruire un cerveau dans un ordinateur pour se convaincre que le cerveau fonctionne. N'importe quoi. Mais la citation qui est la plus importante ce soir, c'est celle de Julia. Julia, c'est pas n'importe qui. Luc Julia, c'est un des co-créateurs de Siri, qui, pour ceux qui l'ont employé comme moi, vous êtes rendu compte qu'elle n'était pas si intelligente que ça. Hein? Julia, c'est un expert en intelligence artificielle et lui nous dit, et je vous recommande ce texte-là fortement, l'intelligence artificielle n'existe pas. Il préfère plutôt parler d'intelligence augmentée. Ça a l'avantage de garder IA comme initiale et ça rapporte plus à ce que fait l'intelligence artificielle. Parce que vous le savez, tout le monde, vous utilisez l'intelligence artificielle sur une base quotidienne. Moi, je l'utilise à chaque fois que je prends mon GPS. Quand vous consultez Internet pour une recommandation musicale ou filmographique, l'intelligence artificielle est derrière ça et fait, honnêtement, une excellente job. En fait, l'intelligence artificielle fait une excellente job tant qu'elle a une tâche spécifique à faire. Là où ça se garde, c'est lorsqu'on parle d'intelligence artificielle générale. Donc, l'intelligence artificielle générale, c'est une intelligence qui va réussir à nous donner des réponses, nonobstant le scénario ou le contexte. Alors, vous pouvez la questionner sur un mode multimodal et elle va répondre adéquatement à votre question. On est loin de ça. Et tous les experts en intelligence artificielle vont vous le confirmer. L'intelligence artificielle forte, elle, va une coche en haut de ça. Parce qu'en plus de l'intelligence artificielle générale, elle rajoute la couche la plus importante, qui est la couche de l'émotion, du ressenti, de la conscience. Donc, l'intelligence artificielle forte, c'est l'intelligence qu'on voit dans les scénarios catastrophes de la science-fiction. Terminator, c'est de l'intelligence artificielle forte. Donc, on sait ce qu'on fait, puis on veut le faire pour des bonnes raisons. On veut exterminer l'humanité parce que l'humanité n'est pas une bonne idée, finalement, à long terme. On est loin de ça. Vous pouvez dormir tout le monde sur vos deux oreilles. Parce que, savez-vous quoi? La conscience, en toute honnêteté, on ne sait même pas ce que c'est. Les neuroscientifiques sont incapables de vous donner une définition précise de ce qu'est la conscience. J'adore cette citation-là de Anil Seth, qui est un neuroscientifique qui dit « We're all hallucinating all the time. When we agree about our hallucinations, we call it reality. »
OK? Notre cerveau reconstruit nos perceptions. On ne sait pas c'est quoi la conscience. En fait, la conscience, ça a 4 caractéristiques qui sont nommées ici. Ça doit englober la connaissance, l'intentionnalité, l'introspection et l'expérience phénoménale. La connaissance, à la rigueur, un système expert peut avoir ça. Il y a des connaissances, mais il n'y a clairement pas d'intentionnalité. Il n'y a pas de système expert qui se lève le matin en disant « Hey, moi, je vais aller faire mon épicerie un matin ». Il n'y a pas d'introspection. Il n'y a aucun système informatique qui est capable de réfléchir, nonobstant ce que ChatGPT va répondre. Combien? 3? Boy. Nonobstant ce que ChatGPT va nous répondre, il n'est pas capable de réfléchir sur son existence. Puis évidemment, l'expérience phénoménale réfère au ressenti, au qualia, au qualificatif. J'ai mal, je me suis fait mal, j'ai de la douleur. Ma blonde m'a laissé, je suis vraiment triste. À date, il n'y a aucun système informatique qui est capable de ressentir ça. Et selon des philosophes comme David Chalmers, non seulement les systèmes informatiques ne sont pas capables de ressentir ça, mais nous-mêmes, on ne sera jamais capable de comprendre ce qui est l'essence même d'un qualia dans notre cerveau. On ne connaît pas l'origine d'un qualia. Alors imaginez-vous produire ça en intelligence artificielle. Il y a beaucoup de confusion dans la littérature de l'intelligence artificielle, puis moi, je soupçonne que cette confusion-là, elle est parfois entretenue par les intervenants de l'intelligence artificielle. Le neurone artificiel, c'est un objet mathématique, statistique, qui est, on va se le dire, extraordinaire. On a vu 3 présentations qui nous ont montré 3 applications des réseaux de neurones artificiels. Puis, il ne faut pas se mentir, tout le monde, là. C'est une évolution, on ne sortira pas de cette évolution-là, ça va continuer à s'améliorer, ça va changer nos vies. Ceci étant, ça n'a rien à voir avec les neurones biologiques. Donc, les réseaux de neurones artificiels ou les réseaux de neurones formels peuvent théoriquement réaliser des fonctions logiques, arithmétiques et symboliques complexes. OK, c'est nice, mais ça n'a rien à voir avec le fonctionnement d'un réseau biologique. OK, ça, je passe là-dessus parce que ça a déjà été discuté à maintes reprises. Mais je vais vous parler du vrai neurone, par exemple. Le vrai neurone qui a été décrit comme entité cellulaire par Kayal au début du 20e siècle. En fait, en 1906, il a gagné un prix Nobel pour sa description. Puis Kayal, il a décrit le neurone, mais il a surtout dit du neurone qu'il y avait 2 grandes composantes. L'axone qui transmet un courant signalétique et le dendrite qui reçoit ce signal signalétique. La magie se joue à la jonction entre les deux au niveau de la synapse, là où le dendrite reçoit le neurone. Et croyez-le ou non, une synapse, on ne sait pas du tout comment ça marche. Pour utiliser une expression que mes enfants utilisent, je vais dire on sait fuck all comment ça marche. Donc, la synapse, régie par des mécanismes quantiques, on est incapable de prédire son comportement. À titre d'exemple, je vous donne l'exemple de Eva Marder, qui est une grande neuroscientifique de la région de Boston, qui a étudié toute sa carrière le réseau digestif du homard, le réseau somato-digestif du homard, 30 neurones dans un réseau, toujours incapable de prédire le comportement de ce réseau-là après des décennies. Donc, la littérature IA tente de nous faire croire qu'il y a similitude entre un neurone formel et un neurone biologique. Ça, c'est une image que j'ai trouvée sur Google. OK? Réseau de neurones. On monte un réseau de neurones mathématiques et un réseau de neurones biologiques. Voyons donc, il n'y a aucune correspondance entre les deux. Okay? À partir du moment où on a accepté ça, on est à même tout le monde d'apprécier ce qu'est l'intelligence artificielle. Un outil créé par des êtres humains, utilisé par des êtres humains. Puis là, je vais terminer là-dessus. Les différentes couches fonctionnelles du système nerveux central. On a beaucoup parlé avec Maxime du connectome, les connexions entre les neurones. Maxime a dit qu'on a 85 à 100 milliards de neurones, une moyenne de 10 000 contacts entre chaque neurone, mais pouvant aller jusqu'à 100 000 contacts, donc 40 fois 10 à la 14 contacts dans une tête. Donc, c'est beau les contacts synaptiques, mais savez-vous quoi? Il n'y a pas juste ça. On se rend compte aussi que la temporalité dans les rythmes de décharge neuronaux a son importance. Ce que Maxime a appelé comment il a appelé ça? Comment il a appelé ça? Chronectomique, exactement. Et ça, on commence à peine à décoder ça. L'autre chose, on n'a pas parlé, mais les neurotransmetteurs qui ont une distribution qui est différente chez chaque individu, une carte de neurotransmetteurs autonome. Finalement, les interactions avec les autres groupes cellulaires, parce que maintenant, on se rend compte, vous avez 100 milliards de neurones dans votre tête, mais vous avez 10 fois plus de cellules gliales.
qui sont les cellules qui s'occupent, si vous voulez, des neurones. Or, ces cellules-là sont aussi impliquées dans les fonctions cognitives. Et ce crosstalk-là, comme on dit en anglais, cette discussion-là entre les cellules, ce dialogue entre les cellules neuronales et gliales a son importance aussi. Mais l'autre affaire qui est vraiment importante, puis Maxime en a parlé, c'est que tout ça, c'est bien beau, mais ces 4 paramètres-là changent dans le temps, en temps réel. Cortex visuel d'un rat soumis à un stimuli visuel. Time-lapse sur 3 jours, vous voyez la synaptogénèse qui s'opère en temps réel. Vous avez tout le monde des cerveaux câblés différemment en fonction de vos expériences, de votre génétique et de ce que vous avez fait dans vos vies. Comment voulez-vous reconstruire ça? Je finis là-dessus. Dernière slide, promis. Je l'ai rajouté tantôt. Pourquoi? Bien, je veux juste vous montrer le défi. Maxime en a parlé, mais le défi, il est vraiment, pour l'instant, insurmontable. On a ici 1 mm3 de cerveau humain. Ça, c'est libre de droit, disponible sur Internet. On est dans le lobe temporal. On a coupé en 5000 coupes de 30 nanomètres. On a trouvé 50 000 cellules, 130 millions de synapses, plusieurs centaines de millions de dendrites. Le jeu de données est trop large et il est incomplet. On parle de 1 mm3 de cerveau humain. Imaginez-vous ça étendu à l'échelle du cerveau entier. Il nous reste du chemin à faire. Je termine en disant que l'intelligence artificielle puis l'intelligence biologique, c'est des choses complètement différentes, on l'a dit, mais essentiellement, je veux juste vous dire que du côté de l'intelligence artificielle, c'est une stratégie de force brute. AlphaGo a réussi à battre le meilleur joueur de Go dans l'histoire de l'humanité, mais il a réussi au prix d'une consommation d'énergie incroyable. 440 000 kilowatts d'énergie à l'heure, alors qu'un cerveau humain, lui, consomme 20 watts à l'heure pour faire toutes ses tâches. L'autre chose, c'est que si vous voulez qu'un système d'intelligence artificielle reconnaisse un chat, il faut l'exposer à environ 1 million d'images, puis il va être précis à 95 %. Or, un jeune enfant va être capable de reconnaître un chat après seulement 2 expositions à un chat. Donc, on voit 2 stratégies complètement différentes. Une stratégie de force brute, puis une stratégie qui est plutôt basée sur un genre de raisonnement inductif qu'on n'a pas encore compris. Je termine avec ma petite pause publicitaire. Ceux qui seront intéressés par toutes ces discussions-là, ça, c'est mon premier livre. Puis j'en profite pour annoncer à soir que mon 2e livre sort dans 1 mois. Puis ça va être une discussion aussi sur les neurosciences, mais ça va être beaucoup moins didactif. Ça va être plus des vignettes de patients. Fait que je finis là-dessus, puis ça va me faire plaisir de prendre des questions. Merci. C'était trop clair. Allô? Salut. Excellent. Merci. Je ne sais pas si tu m'as convaincu, malheureusement. Non, mais c'est correct. On est là pour discuter. Ma première question, c'est, tu as commencé en disant que les réseaux de neurones puis les cerveaux biologiques, ça n'avait rien à voir. Exact. Mais un de tes arguments, c'était juste un argument de comme taille. Est-ce que juste parce qu'on n'a pas encore des ordinateurs assez gros pour avoir le même nombre de neurones qu'un cerveau biologique, ça veut dire que ça n'a rien à voir ou juste que c'est plus petit, fait que c'est pas encore pareil? En fait, j'oserais jamais utiliser un argument de taille. Y avait-tu ça dans mes slides? Ben, dans 1 mm, admettons que tu disais qu'il y avait Non. trop de... Non, bien, dans mon 1 mm, tout ce que je vais vous dire, c'est qu'on n'était pas capable, du point de vue informatique, de modeler ou de simuler 1 mm3 de cerveau humain. C'est juste ça que je voulais Mais dire. ça, c'est une question de taille. Genre, si on avait un ordinateur assez gros pour le faire... Ah, OK, très bon c'est point. juste ça. OK, excellent. Très bonne question. Tu as raison. Probablement qu'on va y arriver éventuellement. Ceci étant, est-ce qu'on va être capable, parce que ça, c'est juste les connexions, est-ce qu'on va être capable de résoudre tous les autres paramètres que sont les neurotransmetteurs, la synchronie de décharge des neurones, mais surtout le changement dans le temps? Non, bien sûr. Mais c'est très bon point. On va prendre avoir des ordinateurs suffisamment puissants pour le faire un jour. Puis mon deuxième question, dans le fond, ce que j'ai l'impression, c'est qu'on en est un peu à genre
le premier modèle. Tu sais, dire que ça n'a rien à voir, pour moi, c'est un peu comme dire la physique newtonienne, ça n'a rien à voir avec le monde réel parce que c'est un modèle. Puis, tu sais, dans le fond, l'univers n'est pas formé de particules, c'est plus formé de physique quantique, fonctions d'ondes quantiques, etc. Mais, tu sais, c'est pas que ça n'a rien à voir, c'est juste que c'est une approximation. Est-ce qu'on peut au moins dire ça? OK. Encore une fois, je trouve que c'est une excellente remarque que tu fais en parlant de physique newtonienne, puis maintenant, après ça, einsteinienne, puis quantique. Très bon point. Mais je pense qu'à la base, les gens qui ont décrit le neurone mathématique, le neurone perceptuel, McCulloch et Pitt, c'était des neurologues qui ont décrit ça, de l'Université de Chicago dans les années 50. Puis leur intention, c'était de dire la manière dont un neurone fonctionne est une manière pondérée qu'on va être capable de répliquer mathématiquement. Mais là, aujourd'hui, ce qu'on dit des réseaux de neurones, c'est qu'un réseau de neurones biologique, ça ne se comporte pas du tout comme ça. Donc, je pense que l'intelligence artificielle va partir sur une track. L'intelligence biologique ou nos connaissances de l'intelligence biologique vont adopter une toute autre track. Peut-être qu'un jour, on sera capable de revenir et de la simuler, mais on n'est pas là. Mais c'est des très bonnes remarques que tu as faites. Puis je me fais souvent dire ça, ben toi, le vieux, le vieux cynique, hein, tu sais. Moi, je commence à être le vieux cynique dans mon groupe parce que je suis un des plus vieux dans mon groupe de neurochirurgiens. Puis quand tu es jeune, tu te dis, on a l'avenir devant nous. Mais le vieux cynique, là, c'était celui qui disait, il y a 15 ans, on va y arriver, on va modeler un cerveau dans un modèle informatique. Puis après avoir tellement lu là-dessus, je pense pas qu'on va jamais y arriver. Puis une des raisons pour lesquelles je pense pas qu'on va jamais y arriver, c'est qu'il y a tellement de choses qui demeurent intangibles dans notre cerveau, où si ça arrive, ça ne sera pas avant plusieurs centaines d'années. Hein? C'est ça que je dirais. Mais je pense que le track d'intelligence artificielle puis le track d'intelligence biologique, c'est deux tracks complètement différents. Merci. Bonne remarque, bon commentaire. Merci.